Emprisonnée dans la tour de Londres, la frêle et souffrante Lady Arbella Stuart commença à broder une paire de gants. Ses geôliers durent se demander pourquoi elle s'adonnait à cette tâche, jusqu'à ce qu'Arbella révèle la raison déchirante de son geste. Arbella Stuart naquit en 1575, au cœur d'un réseau de liens royaux. En effet, elle était 4e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Son impressionnante lignée comptait parmi ses proches le cousin James VI d'Écosse et la nièce de Mary, reine des Écossais. Mais son arbre généalogique comportait aussi des nœuds tortueux. Dès le début, Arbella fut plongée dans le scandale. Ses parents, Charles, comte de Lennox, et Elizabeth Cavendish, étaient tous deux de noble extraction. Ainsi, lorsqu'ils se marièrent en secret, la reine Elisabetta I entra dans une colère noire. Précisément parce qu'ils étaient si bien connectés, leur enfant aurait une forte prétention au trône d'Élisabeth, une chose dangereuse dans l'Angleterre des Tudors, à peine remise des affrontements entre protestants et catholiques, et Élisabeth réagit de manière terrifiante. En guise de punition pour ce mariage, Élisabeth se vengea cruellement. Elle emprisonna les 2 grands-mères d'Arbella pour avoir permis cette union. Bien que la grand-mère maternelle d'Arbella, Bess de Hardwicke, fut l'une des confidentes les plus proches de la reine, ce ne fut pas un bon départ pour Arbella. Et tout cela avant même sa naissance. Toutes les luttes des parents d'Arbella n'aboutirent à rien. En 1576, son père mourut de la tuberculose, et Arbella, âgée d'1 an, serait leur seul enfant. Puis vint le contre-coup. Dès qu'il apprit la nouvelle, le roi James VI d'Écosse s'empara des terres de son père en Écosse, dans une tentative de réduire le pouvoir politique de la jeune fille. Avant même qu'elle n'éclose, certains ne restèrent pas silencieux face à ces événements. La grand-mère paternelle d'Arbella, Margaret Douglas, se battit pour soutenir l'héritage de sa petite-fille par une brillante manœuvre de relations publiques. Douglas fit peindre un somptueux portrait de l'enfant, soutenu et paré d'un trésor de bijoux autour du cou et de la tête, couronné d'un diadème. Le message était clair. La petite Arbella méritait son or, ses joyaux et son statut. Mais ensuite, les choses empirèrent. Margaret Douglas avait été la plus fervente alliée de l'enfant Arbella. Mais en 1578, elle mourut à l'âge de 62 ans. Et beaucoup de ses efforts s'effondrèrent avec elle. Avec cette mort, la reine Élisabeth, en monarque prédatrice, s'empara des domaines Lennox en Angleterre. Arbella n'était pas encore sortie des langes que son monde et son héritage s'étaient écroulés. Mais les cruels tours du destin n'étaient non pas terminés. Le 16 janvier 1582, alors qu'Arbella n'avait que 7 ans, sa mère Élisabeth mourut tragiquement à l'âge de 26 ans, sans jamais s'être remariée. Arbella était désormais une orpheline vulnérable, avec une énorme cible sur le dos, et elle n'avait plus qu'une personne vers qui se tourner. N'ayant nulle part ailleurs où aller, la grand-mère maternelle d'Arbella, Bess de Hardwicke, recueillit la fillette. Bess avait peut-être eu des ennuis à cause des parents d'Arbella, mais elle restait immensément influente à la cour des Tudors. Riche, érudite et vive d'esprit, Bess avait survécu et prospéré jusqu'alors grâce à son astuce et à ses mariages avantageux. Ainsi, lorsque la jeune Arbella, aux grands yeux, entra sous sa garde, elle allait recevoir une éducation hors du commun. Sous la tutelle de Bess de Hardwicke, Arbella reçut une éducation exceptionnelle en littérature classique, histoire et plusieurs langues, ainsi qu'une formation complète aux instruments de musique. L'un de ses précepteurs aurait pu être le célèbre poète et dramaturge Christopher Marlowe. Mais Bess de Hardwicke ne faisait pas tout cela pour offrir à sa petite fille de simples accomplissements de cour. Elle avait un objectif plus ambitieux en tête. Avec une éducation différente, il était possible qu'Arbella aurait traversé l'ère des Tudors discrètement, malgré son pédigré, mais cela ne se produisit pas.
D'une part, Bess ne laissa jamais sa petite fille oublier qu'elle pourrait un jour devenir reine d'Angleterre après Élisabeth. Malheureusement, cela engendra des habitudes troublantes au sein du foyer. Bess ne lésinait ni sur les dépenses ni sur la modestie pour sa petite fille, allant jusqu'à ordonner au personnel de la maison d'appeler Arbella « Votre Altesse » et de la traiter comme une royale. Non seulement cela risquait de gâter Arbella, mais ses attentes grandioses entreraient plus tard en conflit avec les réalités politiques auxquelles Arbella serait confrontée. Pourtant, Bess veilla à ce qu'elle acquiert une expérience pratique. En tant que jeune fille, Arbella était généralement cloîtrée dans la maison de sa grand-mère, peut-être pour sa propre protection. Cependant, elle rendait parfois visite à la cour de la reine Élisabeth. Bien que ces visites fussent rares, elles l'initièrent aux attentes de la cour et au comportement des reines. Cela dit, Bess avait peut-être des motifs cachés. Malgré ces divers complots, Bess de Herdwick était si proche de la reine qu'elle exhibait Arbella à la cour, en partie pour tenter de découvrir qui la vieillissante Élisabeth nommerait comme successeur. Il y avait juste un problème. Élisabeth ne révélait pas ses pensées sur la question, alors Bess insista un peu plus. Bess de Herdwick avait toujours l'œil pour un bon parti, et quand Arbella eut 8 ans, elle estima que le moment était venu de trouver un mariage convenable pour sa petite fille. En plein 183, elle organisa les fiançailles d'Arbella avec Lord Denbigh, un garçon de 2 ans, fils du comte de Leicester. Ce mariage était censé renforcer la prétention d'Arbella au trône, mais il se retourna contre elle de manière spectaculaire. Si la grand-mère d'Arbella voulait attirer l'attention de la reine, elle y parvint, mais de toutes les mauvaises manières. Élisabeth, une fois encore, fut furieuse de ces manigances matrimoniales et ordonna promptement au comte de Leicester, père de Lord Denbigh, de quitter la cour. Pire encore, cela porta un coup à la relation de Bess avec la reine. Après tout cela, les fiançailles d'Arbella avec le jeune Lord Denbigh, âgé de 2 ans, prirent en 1584, lorsqu'il mourut tragiquement. Comme pour ses propres parents, tout ce tumulte n'aboutit qu'à un murmure. Cette déception précoce marqua le début de nombreuses luttes qu'Arbella affronterait dans sa quête d'un mariage. Et le pire était à venir. Le rang incertain, mais certainement dangereux d'Arbella avait toujours rendu sa position à la cour inconfortable. Bientôt, cette position devint scandaleuse. À 13 ans, des critiques l'accusèrent d'être excessivement familière avec le comte d'Essex, un courtisan puissant. Cette rumeur donna à la reine Élisabeth une excuse pour passer à la vitesse supérieure. Élisabeth saisit l'occasion pour bannir Arbella de sa cour. Bien que cela ne fût que temporaire, ce que Élisabeth voulait vraiment, c'était une solution permanente. 2 choses de son adieu devenaient dès maintenant claires pour Élisabeth. Premièrement, Arbella devait être mariée. Deuxièmement, son mari devait être soigneusement choisi pour neutraliser son pouvoir et l'empêcher de menacer le trône d'Élisabeth. Mais tout cela s'avéra encore plus difficile qu'il n'y semblait. Arbella avait une longue liste de prétendants potentiels, mais tous échouèrent pour une raison ou une autre. Pendant des années, aucun homme ne semblait répondre aux critères exigeants que l'on estimait nécessaires pour le mari d'Arbella. C'était une position frustrante pour une jeune fille, mais Arbella allait recevoir encore de mauvaises nouvelles. Malgré les difficultés de son rang incertain, Arbella avait toujours été considérée comme une successeur naturelle de sa cousine, la reine Élisabeth. En 1592, tout changea. Les conseillers politiques d'Élisabeth commencèrent à pousser la reine à écarter Arbella et à nommer James VI d'Écosse comme son héritier. Ce fut le début d'une nouvelle phase de la vie d'Arbella, et elle ne fut pas heureuse. La reine Élisabeth était désormais plus âgée, et elle ne faisait pas que vieillir. Elle était aussi souffrante. Sans la force de gérer la présence troublante d'Arbella,
Élisabeth la confina presque à Hardwicke Hall, la demeure stately où vivait sa grand-mère Bess. Élisabeth estimait que son royaume était plus sûr avec Arbella hors du tableau. La pauvre Arbella y resta près d'une décennie, gaspillant ses premières années de vingtaine, loin des excitations de la cour. Finalement, cela devint trop pour elle. Ironiquement, Arbella n'avait jamais montré de désir d'usurper ou de succéder à la reine Élisabeth. Au fil des années, elle développa un rêve différent. Lassée de son confinement et de la surveillance constante, elle commença à supplier pour obtenir son indépendance de sa grand-mère. Habituellement, les femmes de cette époque y parvenaient par le mariage. Mais aucun mari ne se matérialisant, Arbella devait trouver un autre moyen de sortir de Hardwicke Hall. Sauf que, lorsque le soulagement arriva, il fut de très courte durée. En 1601, les gardiens d'Arbella acceptèrent enfin de laisser la jeune femme de 25 ans avoir son propre foyer et une certaine indépendance. Mais il y avait un piège cruel. Elle resterait sur les terres de sa grand-mère, Bess de Hardwicke, donc toujours prisonnière de la cage dorée où elle avait grandi. Furieuse, Arbella choisit le scandale. Dans son esprit, elle n'avait fait que jouer le jeu jusque-là. Maintenant, il était temps de protester pour de bon. Après des années de négociations infructueuses, elle déciderait elle-même de son mari. Cela était déjà scandaleux, puisque la reine était censée approuver son fiancé. Mais le choix d'Arbella fut le plus choquant de tous. En 1602, Arbella mit son plan à exécution. Elle envoya un serviteur avec un message secret à Édouard Seymour, lui demandant de l'épouser. Fils du prestigieux clan Seymour, Édouard était, par le dessein d'Arbella ou non, l'un des pires choix qu'elle pouvait faire. Les Seymour étaient hostiles à la reine Élisabeth et en disgrâce à la cour, ce qui explique pourquoi le plan d'Arbella s'effondra si dramatiquement. Parce que la cour avait constamment les yeux sur les encombrants Seymour, la couronne intercepta rapidement et arrêta le serviteur d'Arbella. Au tournant du siècle, il devint clair que la reine Élisabeth était très proche de sa fin, et que le roi James d'Écosse allait devenir le monarque d'Angleterre. Pendant un temps, le conseil privé royal eut fort à faire pour gérer la transition du pouvoir, mais Arbella continua de semer le drame. En 1603, Élisabeth mourut enfin à l'âge de 69 ans, et Arbella saisit sa chance pour se venger. Elle refusa ouvertement d'assister aux funérailles, arguant que la reine l'avait maltraitée, ne lui avait pas témoigné le respect dû, et s'était mêlée de ses affaires. Pourtant, avec James devenant James Ier d'Angleterre, cela aurait pu être un nouveau départ pour Arbella. Malheureusement, il n'y eut pas de table rase. Arbella et James étaient un cousin, mais James se méfiait d'elle, autant que la reine Élisabeth, la voyant une fois de plus comme une menace potentielle pour le trône en raison de sa lignée. De même, James chercha à contrôler les perspectives matrimoniales d'Arbella, tout comme la reine Élisabeth l'avait fait. Arbella se retrouva exactement dans la même position qu'avant, jusqu'à ce qu'un nouveau développement survienne, et il fut désastreux. Peu après que James eut pris le trône, Arbella reçut un message ruinant. Des conspirateurs, dans ce qu'on appela le main plot, voulaient destituer James et placer Arbella sur le trône, et lui adressaient une invitation à participer au complot. C'est alors qu'Arbella surprit tout le monde. Elle avait peut-être des différends avec le roi James et son prédécesseur, mais sa rébellion s'arrêtait apparemment à la trahison. Lorsqu'elle découvrit le complot pour la mettre sur le trône, elle le dénonça au roi James. Arbella, quant à elle, s'assura de tirer tout le parti possible de sa nouvelle loyauté. En 1604, Arbella était plus proche de la couronne qu'elle ne l'avait jamais été. Lorsque la famille royale entra cérémonieusement à Londres, en mars de cette année-là, annonçant le règne de James, Arbella suivit le carrosse de la reine consort Anne de Danemark, aux côtés des demoiselles d'honneur d'Anne. C'était une reconnaissance claire de la lignée royale d'Arbella, et un signe qu'elle était de retour dans le giron royal. À ce moment-là,
elle était sortie des domaines de Bess de Hardwick. Mais plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. La mort de la reine Élisabeth ne signifiait pas la fin des nombreux problèmes de fiançailles d'Arbella, mais après tout, Arbella avait peut-être jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. Vers 1610, Arbella posa son regard sur un nouvel homme, William Seymour. Seulement, ce fut son choix le plus mal avisé à ce jour. Seymour avait ses propres liens avec le trône, étant 6e dans l'ordre de succession, grâce à son ascendance en tant que petit-fils de Lady Catherine Grey, sœur de Lady Jane Grey. Compte tenu de tout cela, il n'est peut-être pas surprenant que ce plan fût encore plus voué à l'échec qu'auparavant. Le nouveau prétendant d'Arbella était tout simplement trop puissant pour que la couronne lui accorde la permission de l'épouser. Ainsi, comme à son habitude, Arbella mena sa cour avec William en secret. Et lorsque les gens commencèrent à suspecter qu'il se passait quelque chose entre Arbella et William, le couple nia farouchement tout engagement. Puis Arbella franchit une ligne qu'elle n'avait jamais franchie auparavant. Arbella en eut assez de jouer selon les règles des autres, et elle épousa secrètement William Seymour en 1610. Les répercussions furent immédiates. Le roi James découvrit cette union secrète et commença sérieusement à s'interroger. Compte tenu de leur lignée combinée, se demandait-il s'il préparait un complot pour usurper son trône? Cette fois, Arbella ne s'en tira pas à bon compte. James n'eut d'autre choix que de punir Arbella au plus haut degré, et il sépara d'abord le couple afin qu'ils ne puissent pas encore produire d'héritiers rivaux. Puis il les emprisonna. Arbella fut placée en résidence surveillée sous la garde de Sir Thomas Perry, tandis que William fut envoyé dans la redoutée tour de Londres. Mais Arbella n'était pas encore prête à abandonner. Arbella utilisa les petites libertés dont elle disposait pour envoyer des messages intimes et interdits à son nouveau mari. Une fois de plus, sa rébellion se termina mal. Le roi découvrit les communications, et peut-être aussi bien plus que cela. Il y a des preuves qu'Arbella et William faisaient plus que s'échanger des lettres à cette époque. Ils trouvaient probablement des moyens de se rencontrer en secret, une entreprise particulièrement risquée. Épuisé, le roi James ordonna le transfert d'Arbella sous la garde d'un autre homme. Mais cela offrit à Arbella une opportunité encore plus scandaleuse. Juste avant d'être transféré, Arbella parvint à retarder le déplacement en prétextant une maladie, réelle ou non. Arbella et William Seymour profitèrent de ce temps supplémentaire pour mettre un plan d'évasion à exécution. Pour éviter d'être repérée en quittant sa maison, Arbella se déguisa en homme. Elle eut enfin un peu de chance, et la ruse fonctionna. Alors qu'elle s'échappait de sa demeure déguisée, son mari William s'évadait lui aussi de la tour, et ils entreprirent chacun de se rejoindre par des chemins séparés. Arbella réussit à prendre un bateau pour le Kent, puis navigua vers la France avant son mari, qui devait prendre le bateau suivant pour la Belgique. C'est alors que tout s'effondra. Alors que son bateau approchait du port français, les hommes de James le rattrapèrent. Ses ennemis déjouèrent son plan, et sa capture mit fin à sa quête de liberté. En effet, cela mit fin à plus que cela. Arbella Stuart avait affronté les caprices des reines, des rois et de nombreux prétendants, mais elle n'avait jamais été impliquée dans une rébellion aussi grave. Après sa capture, le roi James la fit jeter pour la première fois dans la tour de Londres, plutôt qu'en résidence surveillée, et Arbella ne revit jamais William. Dans la tour, Arbella semblait incapable d'accepter la gravité de sa situation. À l'été 1610, elle broda des gants pour Anne de Danemark, espérant regagner les faveurs de la reine consort et lui baiser les mains à nouveau. Mais rien n'y fit. Après avoir contracté une maladie causée par la malnutrition, elle s'éteignit le 25 septembre 1615. Elle n'avait qu'environ 39 ans.